Bonjour tout le monde, donc Ariane et moi, on vient tout juste de sortir d'une séance d'enregistrement avec Mario Côté, qui est conseiller en gestion des ressources humaines, CRHA et formateur depuis plus de 30 ans. Donc, on a abordé aujourd'hui la gestion de la performance. Oui, exactement. Donc, la performance au niveau des équipes de travail, comment est-ce qu'on peut venir stimuler la performance? En quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus qualitatif, quantitatif? Comment est-ce qu'on peut venir, en fait, quelques trucs aussi pour venir vraiment la développer au niveau de nos équipes de travail. On espère vraiment que vous allez apprécier l'épisode autant que nous, on a apprécié discuter avec lui. Donc, sur ce, bonne écoute! Mais il y a aussi, tu sais, on parlait de culture de performance, là, des organisations où les gestionnaires sont très les mains à la pâte aussi. Mm-hmm. Tu sais, ils gèrent une équipe, mais ils doivent, je pense, dans le domaine des TI, par exemple, là, souvent, ils réglaient des problèmes complexes que les programmeurs n'étaient pas capables de régler, mais le patron passe une partie de sa journée à faire du code dans son bureau, là, en plus de gérer l'équipe. Quand vient le temps de choisir entre les deux, tu sais, qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi, de te préoccuper de quelqu'un qui va pas bien dans ton équipe ou faire du code, ben tu sais, la plupart vont aller vers je vais faire du code, je suis bon là-dedans. Là. Fait que il faut leur faire prendre conscience de ça, puis de les aider à aller vers ta nouvelle job, c'est de t'occuper de ton équipe de travail. Mais des fois, il faut dire à l'organisation de donner du temps aux gestionnaires qui peuvent gérer aussi. Fait que ça demande des interventions à différents niveaux aussi dans certains cas. Allô Mario! Bonjour. Allô Mario! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. On est très contents de t'avoir. Puis c'est ça, on a reçu Julie, maintenant on a Mario. Donc le duo, là. Les outilleurs, c'est fait. C'est ça! Très contente. Oui. Donc merci d'être là. Puis avant de commencer un peu le sujet principal du podcast, on aime toujours retourner en arrière puis s'intéresser au vécu de la personne. C'est qu'est-ce qui l'a amené finalement à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, on est curieuse de savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux ressources humaines plus précisément finalement dans ta vie. Ben, je pense que j'ai tout le temps été intéressé par l'être humain au travail. Pendant que j'étais étudiant, j'ai été gérant d'installations aquatiques. J'ai travaillé dans les piscines. J'ai fait de l'animation d'événements corporatifs. Donc là, gérer des grands groupes, des événements. Travaillé pour Musique Plus. Là, je connaissais moins. Mais ça me dit quelque chose. Moi, je connais. Moi, je connais. C'était quelque chose, Musique Plus. À l'époque, je faisais des événements à travers la province sur la tournée Vidéodance Musique Plus, là, un peu partout à travers la province. C'est que l'être humain, a tout le temps été un peu au cœur de ce que je faisais. J'ai étudié en ergothérapie à l'Université McGill pour commencer. C'était ça mon entrée sur le marché du travail. Ah, je savais pas. J'aimais, encore une fois, là, aider les humains là, dans le cadre de leur activité quotidienne. J'ai travaillé ensuite en réadaptation en déficience physique pendant une quinzaine d'années. Pas très longtemps comme ergothérapeute, là, 2 ans en tout et partout, mais une quinzaine d'années comme gestionnaire ensuite à différents niveaux. Puis j'aimais beaucoup l'interaction que j'avais avec les gens en ressources humaines là, dans les organisations où je travaillais. Fait que tranquillement, il est arrivé des consultants là, dans ma vie professionnelle qui nous formaient, nous, les gestionnaires à l'époque. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant que je me suis retrouvé à aller faire partie de leur équipe là, éventuellement. Puis là, je fais ça depuis 19 ans, là, 19 ans et demi. Là. Je vais fêter mes 20 ans dans quelques mois en consultation, là, en gestion et en gestion des ressources humaines. Puis quand j'ai commencé, je me disais, pour avoir un peu plus de crédibilité aux yeux de mes clients, aller chercher le titre de conseiller en ressources humaines agréées, là, CRHA, je trouvais que ça allait être utile dans l'exercice là, de mes fonctions parce que j'avais un peu le sentiment d'arriver d'ailleurs, là, gestion puis réseau de la santé, et que ça m'a permis ça d'élargir là, les horizons puis d'être capable d'intervenir dans toutes sortes d'organisations. Ben moi, de ce que je comprends, c'est que la santé a toujours été au cœur de tes intérêts. Autant, il y a eu peut-être ça a commencé par le parcours physique, mais après ça, il y a eu comme l'aspect bien-être mental, psychologique, émotionnel, social aussi. C'est un peu ça au final dans les organisations aussi. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que j'ai fait des études supérieures. Là. Je suis allé à HEC Montréal dans un premier temps faire un diplôme. C'était tout nouveau à HEC. Là. C'était un diplôme de 2e cycle, mais c'était pas la maîtrise. Là. C'était un diplôme d'études supérieures là, en gestion. Puis à l'époque, ils nous donnaient quand même assez de choix. Ils voulaient que les étudiants puissent faire des choix. À un moment donné, c'est le bureau du registraire qui m'a dit, là,
Monsieur Côté, ça fait les cours en psychologie puis en ressources humaines. Il va falloir aller dans le quantitatif, là, comptabilité, finance, puis ces choses-là. T'étais en quoi ton programme, c'est ça? Ça m'intéressait. Mais c'était vraiment, c'est 10 cours, donc 30 crédits en gestion. Mais on avait beaucoup de choix dans ce qu'on pouvait prendre comme cours. Je pense qu'ils ont resserré un petit peu le cadre maintenant. Là, parce que, à cause de toi. Moi, je me suis fait avertir. C'est ça. Je suis allé étudier à l'ENAP après. Là, j'ai fait ma maîtrise en administration publique parce que mes clients sont dans l'administration publique et dans le privé. Là, fait que je trouvais ça intéressant d'aller étudier sur ce qui se fait dans... Puis là encore, tu sais, tout ce qui touchait la psychologie au travail, la connaissance de soi comme gestionnaire aussi. Là, j'ai fait tous ces cours-là avec beaucoup d'intérêt. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, tu viens de parler de gestion de performance. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi c'est un sujet... Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué dans les environnements où tu travaillais, la performance? Y avait-il beaucoup de questionnements? Mettons, en lien avec ça, Ben, moi, quand j'étais gestionnaire, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai été chanceux parce que j'ai travaillé dans des organisations où il y en avait pratiquement partout où j'ai passé. Même quand je travaillais comme sauveteur ou chef instructeur dans les piscines de la ville de Lachine et de la ville de Dorval, là, où j'ai travaillé, on avait des rencontres 2 fois dans la saison là, avec les sauveteurs ou avec les instructeurs pour faire de la gestion de la performance avec eux autres. Fait que j'en ai fait, moi, depuis le début de ma carrière, là, littéralement. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était négligé dans les organisations. Bien souvent, les gestionnaires aiment pas faire ça. Puis je me dis, mais pourtant, c'est tellement utile pour la gestion là, en général que ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là. Puis j'aimais bien intégrer, là, pour moi, la performance globale, c'est oui, atteindre des objectifs ou dépasser des objectifs, mais pas au détriment de sa santé puis de son bien-être. Fait que l'équilibre entre les deux a tout le temps été quelque chose là, que je trouvais important de, d'influencer dans les organisations où j'interviens là, pour faire en sorte qu'on tienne compte de ça également. C'est ça, puis parce que, dans le fond, c'est Jacques Forêt qui m'avait dit ça, c'est que pour pouvoir être performant, il faut que tu aies un bien-être psychologique, c'est comme bien-être mène à la performance. Ça m'a toujours resté en tête, là. Moi aussi. Et puis apprendre à bien se connaître comme gestionnaire aussi, là, moi, dans mes, autant à HEC Montréal qu'à l'ENAP, il y avait des cours de développement personnel du gestionnaire. À l'ENAP, même, c'était intéressant, là, on allait faire une retraite dans une auberge champêtre avec un psychologue en relations industrielles, puis il nous faisait faire des exercices, vivre des épreuves, même à certains moments, là, il y en a qui ont pleuré pendant la semaine, mais où on apprenait à mieux se connaître. Puis tu sais, le principal instrument de travail d'un gestionnaire, c'est lui-même, c'est sa personne, pour être capable d'amener les gens ensuite à performer de façon optimale. Fait que d'apprendre à bien se connaître, pour moi, c'est une autre dimension là, de l'expérience des gestionnaires qui est parfois négligée parce qu'on donne une promotion à quelqu'un dans une PME qui est bon comme soudeur. Tu vas devenir chef des soudeurs, mais tu sais, c'est pas les mêmes compétences. Soudeurs, non, c'est ça. C'est ça. C'est d'autres compétences à développer. Là, donc, je trouve ça le fun, moi, d'avoir des échanges avec... c'est d'humain à humain, encore une fois, là, avec des gestionnaires qui vivent leur réalité de nouveaux gestionnaires, puis de les accompagner là, dans le développement de leurs compétences à ce niveau-là. Mais concrètement, c'est quoi la performance, disons? Est-ce que c'est... est-ce qu'on parle en termes de chiffres? Est-ce que justement c'est l'atteinte d'un objectif financier? Est-ce que c'est, par exemple, de développer notre personnel pour qu'il atteigne certaines compétences spécifiques? Est-ce que c'est... Un nombre de ventes aussi. Un nombre de ventes, de exactement. Chiffres, Est-ce qu'il y a une vision globale de la performance ou c'est vraiment contextuel au milieu de travail en fin de compte? La question est accordéon, j'ai l'impression, là, parce que c'est multifactoriel, la gestion de la performance. Il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la performance de quelqu'un au travail. Quand on regarde la littérature, là, on va parler justement là, de la capacité à atteindre ou dépasser des objectifs dans une période donnée, mais en intégrant également les comportements clés qui sont associés à la culture de l'entreprise ou de l'organisation. Puis j'aime ajouter à ça, moi, dans compte du bien-être des individus, là, parce que, tu sais, de te donner l'exemple d'un vendeur, tu sais, je peux fixer un objectif de vente très élevé à un vendeur. Il peut atteindre l'objectif, mais au détriment de sa santé, au détriment de sa relation de couple, au détriment de son implication avec sa famille, ou des fois même au détriment de la collaboration avec l'équipe dans l'usine. Il a vendu beaucoup, mais là, la production sera pas capable de suivre, puis ça va créer des tensions dans l'organisation. Fait que pour moi, la performance, là, elle doit tenir compte de toutes ces dimensions-là, pas juste de atteindre une cible ou dépasser la cible, mais le faire dans le contexte, la culture de l'organisation, en ayant des comportements qui sont associés aux valeurs de l'entreprise, puis en prenant soin de soi et des autres aussi. Là, c'est indissociable, à mon avis, ces dimensions-là.
Mais dans le fond, les objectifs doivent être réalistes, dans le fond. Tu sais, quand on parle des objectifs SMART, est-ce que ça rentre un peu là-dedans? Oui. Ben, ça, pour moi, c'est une des dimensions, la capacité à se donner des objectifs qui vont être clairs, spécifiques. L'acronyme SMART, on va parler d'un aspect spécifique, atteignable et réaliste. Donc, ça tient compte de la réalité, justement, puis qui va être mesurable, puis qu'on va être capable de mesurer dans le temps. Là. C'est ça, les qualités d'un bon objectif. Pour moi, c'est une des dimensions du processus. Quand on regarde le processus de gestion de la performance, dans le fond, dans son ensemble, il y a justement une conversation où on se fixe des objectifs, on se donne des attentes. Ensuite, il y a plusieurs moments de soutien en cours d'année là, pour voir ça va comment dans l'atteinte de tes objectifs. Il y a un moment d'évaluation, donc la fin du processus, si on veut, dans le cycle habituel. Puis il y a un moment d'appréciation ou de reconnaissance et de discussion sur ton développement pour le futur également. Fait que si on voit le processus dans son ensemble, la première étape, c'est d'être capable de se fixer des objectifs qui sont réalistes, là, qui ont du bon sens. OK, fait que c'est ça. Fait que comme tu dis, dans le fond, c'est un processus, c'est des objectifs qui sont réalistes, qui sont clairs, atteignables, spécifiques et tout ça. Après ça, il y avait comme une deuxième étape. Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, bien sûr. La deuxième étape, pour moi, c'est soutenir chacun des membres de son équipe quand on est gestionnaire dans l'atteinte de ses objectifs. Il y a des organisations qui vont faire une rencontre annuelle. Tu sais, quand on parle d'approche traditionnelle, là, c'est une rencontre où on fait le bilan de la dernière année, puis où est-ce qu'on se fixe les objectifs pour la prochaine année. Comme des évaluations annuelles. Oui, c'est ça. Okay. Mais tu sais, il n'y aura pas d'autres moments de discussion dans l'année au-delà de cette rencontre-là. Je trouve que c'est insuffisant. Puis dans le monde du travail d'aujourd'hui, où il arrive toutes sortes de choses sans arrêt, d'être capable d'avoir des conversations en continu, là, c'est une des tendances en gestion des ressources humaines où on va parler de rétroaction en continu. Donc, on va se rencontrer plusieurs fois. Ça n'a rien à voir avec la rencontre annuelle. Là. Des fois, les gestionnaires, quand je dis on va se rencontrer plusieurs fois, c'est déjà que j'ai de la misère à faire une rencontre par année avec tout mon monde. Là. Mais tu sais, c'est des petits moments où on regarde, ça va comment dans l'atteinte de tes objectifs. Est-ce que tu rencontres des difficultés? Moi, j'aime bien là, la question qui responsabilise. Comment tu comptes les régler, ces problèmes-là, ou comment tu gères ces difficultés-là? Puis ensuite, as-tu besoin de soutien? Tu sais, comme gestionnaire, je vais être là en soutien à la performance. Puis je profite de ces petits moments-là aussi pour faire des choses qui sont liées à la gestion de la performance, comme de la reconnaissance, de la mobilisation, ou une rétroaction sur un écart au niveau des comportements. Là, tu sais. Donc, je profite de ces moments-là aussi pour discuter de la performance. Alors que il y a certains milieux où je suis intervenu, il y avait ces conversations-là, mais quand tu étais sur le bord de la porte, là, on va jaser de ta performance, mais c'est parce que ça va pas, puis t'as intérêt à t'améliorer, puis si tu t'améliores pas, c'est la porte. Là. Ça, on serait dans des mauvaises pratiques là, si on gérait la performance de cette façon-là, mais malheureusement, ça arrive qu'il y a des milieux où on gère de cette façon-là la performance également. Moi, je privilégie le soutien, puis moduler en fonction des besoins des individus. Là, il y en a qu'une rencontre par année, ça va être suffisant. Quand on a affaire à quelqu'un qui est en fin de carrière, puis qui comprend bien ce qu'il a à faire, puis qui n'a pas envie de se développer outre mesure, une ou deux rencontres dans l'année, ça va. Mais les milléniaux, là, nos nouvelles génération Z qui arrivent sur le marché du travail, ils en veulent de la rétroaction, eux autres. Ils veulent le savoir. Je suis dans le coup, je suis à côté de la traque. Puis j'aimerais ça progresser dans l'organisation. Fait que tu sais, j'ai besoin d'avoir du feedback dans ce temps-là là, des gens qui m'entourent. Est-ce que le feedback, tu rentres ça plus dans la performance de manière qualitative? Parce que j'ai l'impression que comme se fixer des objectifs pour que ça soit mesurable, c'est plus quantitatif. Est-ce qu'il peut y avoir une dimension plus qualitative quand on donne la rétro, du feedback et tout ça pendant les rétros continus, mettons? Oui, je pense que oui. Moi, j'ai lu récemment là, le livre du psychologue américain Adam Grant. Le titre, c'est Hidden Potential. Là, puis dans son livre, une des choses qu'il suggère, c'est d'amener les gens à demander des conseils, plutôt qu'on donne une rétroaction à quelqu'un. Ça n'aura pas la même perspective si tu me demandes comment je pourrais m'améliorer dans ce que je fais comme travail. As-tu un conseil à me donner versus moi qui arrive puis qui dit là, j'aurais un conseil à te donner, ou je vais te donner une rétroaction. Donc, lui, il encourage vraiment beaucoup ça, à aller vers
demander des conseils aux gens de notre entourage, des trucs pour aller fonctionner mieux. Okay. Puis je pense que les trucs peuvent aller dans le qualitatif, mais des fois, on a besoin de mesurer le qualitatif aussi là, pour voir une progression. Okay. L'exemple que j'aime utiliser, là, si je suis quelqu'un qui a tendance à être irritable, puis je perds patience régulièrement, je m'emporte, je crie, je cogne sur la table, mon gestionnaire pourrait me dire, Mario, il va falloir améliorer là, ta capacité à garder ton calme au travail, mais ça, c'est qualitatif, ça se mesure difficilement, mais on va essayer de le rendre mesurable. J'aide les gestionnaires, là, des fois, à réfléchir à qu'est-ce qui est le plus irritant comme comportement là, de manquer de calme au travail, puis si c'est interrompre tes collègues en réunion constamment, ben on va se donner un objectif, tu sais, se limiter à un échange avec un collègue de travail en réunion, puis à compter de maintenant ou d'ici les 3 prochains mois. Là, comme ça, on rend ça mesurable pour amener la personne à prendre conscience que ce comportement-là est nuit au fonctionnement de l'équipe. Mais ça doit être quand même touché d'aborder la performance quand c'est qualitatif, dans le sens où, de ce que je comprends, c'est que ça vient jouer plus sur le côté personnalité de la personne ou comme sur des habiletés qui sont pas complètement... que ça vient pas rencontrer les attentes finalement des gestionnaires. Fait que de nommer que ces comportements-là ne sont pas performants ou nuisent à la performance. Comment t'abordes ça ou comment les gestionnaires peuvent aborder ça justement avec leurs employés qui savent que justement... au niveau ou qui peuvent être, en fait, des employés qui peuvent être sur des plans d'intervention même parce qu'ils savent que ça vient de nuire finalement à leur travail. Comment est-ce qu'on développe ça ou qu'on aborde ça finalement? C'est plus délicat. Puis les gestionnaires, en général, ont plus de difficultés à aborder cette dimension-là là, de la performance au travail, mais ça fait partie des comportements contre-productifs ou qui vont nuire à l'atteinte des objectifs là, de l'équipe de travail. Fait que je pense que ça fait partie de la responsabilité du gestionnaire d'apprendre à le faire de façon recevable. Moi, dans les outils que je propose, il y a l'approche de Marshall Rosenberg là, en communication non violente. C'est un autre psychologue ça, qui suggère une structure de rétroaction où on va parler des faits et des conséquences. T'sais. Puis des fois même, ça peut être après une rencontre. Moi, je privilégie beaucoup intervenir au moment où l'écart survient, là, pas attendre ta rencontre de gestion de la performance pour en parler. Donc, après une rencontre où tu t'es emporté, une petite conversation à part, pas devant tout le monde, là. Puis, tu sais, as-tu remarqué ce qui s'est passé pendant la réunion? Non, je m'en suis pas rendu compte. Ben, j'aimerais ça que tu y réfléchisses, puis, tu sais, on se reparlera à la prochaine rencontre. Fait que déjà là, j'enclenche une réflexion là, dans la tête du membre d'équipe. Si à la rencontre suivante, il s'emporte encore, là, on va continuer la discussion à partir de là. Tu sais, quand ta collègue dit ceci, tu t'es emporté, t'as frappé sur la table. Ça, j'aimerais ça qu'on change cette façon-là de communiquer ton insatisfaction. Là, donc, puis t'as-tu remarqué la conséquence que ça a sur l'équipe de travail? Là, on a une conversation de personne à personne où je te sensibilise à l'impact de tes comportements sur la dynamique d'équipe de travail. Puis Marshall Rosenberg là, suggère de parler de comment on se sent aussi. Là, c'est un autre levier pour mobiliser les gens. Fait que comme gestionnaire, je suis préoccupé là, de l'impact que ça a sur l'équipe de travail, le climat de travail. Puis là, ben, je sais que quand tu interviens comme ça, c'est parce que tu as à cœur qu'on fasse quelque chose de qualité. Donc, je te demande, puis là, je termine par une demande de ma rétroaction. Fait que c'est pas très difficile, mais tu sais, ça demande un peu de pratique pour être capable de le faire au moment où survient l'écart ou dans les heures qui suivent, puis d'amener les membres d'équipe à prendre conscience de ces écarts de comportement-là. Parce que des fois, ils peuvent nuire plus, ces comportements-là, je trouve, que la capacité ou l'incapacité à atteindre un objectif. Là, je peux avoir un vendeur qui est excellent, mais il casse tellement de peau autour de lui que pour l'organisation, ça coûte énormément cher. S'il fait du harcèlement psychologique puis que je perds 2 membres de l'équipe à cause de ses comportements, il faut que j'agisse là-dessus là, parce que ça a un effet sur la performance globale. Là. Absolument. Mais là, vas-y. Okay. J'allais juste dire, dans le fond, ce que tu abordes, c'est la performance collective. C'est ça. Dans le fond, performance individuelle, performance collective, comment on peut définir les deux? Est-ce que la performance individuelle vient toucher de manière directe la performance globale de l'entreprise ou comme c'est-tu comme indissociable ou c'est interdépendant? Je dirais que ça dépend des organisations, ça dépend des secteurs d'activité. Tantôt, l'exemple des ventes est un bel exemple. Là, quand une entreprise dit on veut augmenter de 10% nos parts de marché dans la prochaine année, l'équipe des ventes est capable de dire ça veut dire X nombre de clients de plus ou X milliers de dollars de plus de revenus. L'équipe de production est capable de dire bon, mais il va falloir produire X nombre d'unités supplémentaires pour
atteindre cet objectif-là. Ça, pour moi, on est dans le collectif qu'on transpose en objectif individuel éventuellement. Mais il y en a d'autres qui sont, tu sais, les comportements, puis on va parler de différentes dimensions dans la performance individuelle. Il y a la performance à la tâche. Est-ce que j'accomplis le travail que j'ai à accomplir, qualité, quantité de travail, mais il y a aussi la performance qui est contextuelle. On a un rush, là, il y a un client qu'il faut desservir, puis est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de rigide qui va dire non, moi, tu sais, c'est l'heure de ma pause, ou j'ai quelqu'un qui va dire je déplacerai ma pause puis je vais le faire. Fait que ça, c'est de la performance contextuelle. Okay. L'individu en est responsable. Il y a la performance plus adaptative, tu sais, les nouvelles technologies, puis la capacité à maîtriser les nouvelles technologies, le souci du détail que j'ai, c'est toutes des capacités d'adaptation. Donc ça appartient à l'individu aussi, mais tu sais, ça contribue à la capacité de l'équipe à répondre aux attentes de l'organisation ou à atteindre certains objectifs organisationnels. Puis il y a tous les comportements non productifs là, qui nuisent. J'arrive en retard à toutes les réunions. Je promets que je le fais pour vendredi, mais je le livre pas le vendredi. Fait que tout ça, c'est des comportements qui peuvent faire l'objet d'une conversation pour amener la performance individuelle à un niveau supérieur, mais aussi permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, on dirait, je pense depuis tantôt, c'est que, ben, tu sais, là, évidemment, on est dans un podcast de santé organisationnelle qui tourne autour de l'humain et tout ça, mais reste quand même qu'il y a beaucoup de thématiques business, on va dire, mais tout se ramène quand même à l'humain. Puis pourtant, j'ai l'impression que c'est tellement un concept ou une vision entrepreneuriale qui est tellement négligée dans les entreprises, le bien-être humain, ou comme juste le fait de, tu sais, on parlait de conscience de soi, de donner de la rétroaction. C'est tout des comportements humains qui sont négligés, j'ai l'impression. Je sais pas si je me trompe, mais pourquoi tu penses? Maîtriser à géométrie variable. Puis je trouve qu'à ce niveau-là, les psychologues en relations industrielles et les professionnels en ressources humaines peuvent vraiment aider à soutenir les équipes de gestion pour qu'on tienne compte de cette dimension-là dans la performance au travail. Et si on regarde dans une PME, l'entrepreneur, lui, son objectif, c'est que son entreprise triple de volume d'affaires aux 3 ans, aux 2 ans, puis il est exigeant à son égard, bien souvent, l'entrepreneur, puis il oublie que je peux pas me permettre d'être aussi exigeant à l'égard des autres dans mon organisation. Ou bien, puis même parfois, puis on en voit maintenant là, des entrepreneurs qui sont capables de reconnaître que je suis allé trop loin. Tu sais, je me suis brûlé personnellement, mais tu sais, pourquoi attendre de se brûler là? Tu sais, pourquoi pas intégrer ça dans nos pratiques de gestion, puis même dans une équipe de gestion, être capable de prendre soin les uns des autres. Quand tu vois là que ta PDG ou ton PDG là a l'air de manquer de sommeil, a la mèche plus courte, surréagit à tout, tu sais, c'est pas évident. Ça reste, tu sais, des habiletés qu'on ne nous apprend rarement dans nos formations académiques là, mais qu'on peut apprendre sur le marché du travail, puis que les professionnels en ressources humaines et en psychologie industrielle peuvent aider à développer là, dans les organisations. Mais c'est vraiment un bon point que tu apportes, puis ça me fait vraiment penser à un article aussi que j'avais lu dans Les Affaires, puis c'est une psychologue, en tout cas, je la suis, c'est ça, sur LinkedIn, puis elle a reçu en fait pas des gestionnaires, des entrepreneurs, en fin de compte, elle est psychologue pour entrepreneurs, puis c'est ça qu'elle nommait, en fait, que la performance les suit même jusque dans leur souffrance. Fait que même jusque dans son bureau, les gens veulent être performants. Donc, les gens cherchent à essayer de se guérir le plus rapidement possible pour retourner au travail. Fait que c'est comme, je veux performer, même mes symptômes, ma douleur psychologique. Tu sais, c'est comme, c'est... Ben, il y a quelque chose de sociologique même, je pense, parce qu'on est élevé au rang de valeur fondamentale sociale, la performance. Vous aimez cuisiner, mais tu peux plus juste recevoir de la visite en cuisinant une dinde. Il faut que ce soit la dinde aux petits fruits des champs cueillis un soir de pleine lune, là, la dernière recette de Ricardo, puis tu maîtrises la cuisson de tout ça comme si tu étais un grand chef. On peut plus juste aller faire du jogging, un petit 2 kilomètres de temps en temps. Il faut que tu fasses des Ironman, puis c'est même pas assez là, comme style de performance. Fait que socialement, on dirait que la performance est dans toutes les dimensions de nos sphères de vie. Je pense à l'éducation des enfants. Faut que mon petit soit le premier de la classe. Faut que, tu sais, on se met beaucoup de pression là, socialement.
peut-être que ça vaudrait la peine de remettre en question là les normes là, ces normes sociales là qu'on s'impose, mais veut pas, l'entreprise elle fait partie de cette société là, puis ça fait partie de la cadence qu'on impose à bien des organisations là, puis qu'on s'impose un peu malgré soi là, mais ça m'amène à une question, excuse, est-ce que les gens ils savent les conséquences de ça, en fait, de la performance quand t'es trop demandant? Parce que pour nous, c'est un peu, tu sais, on baigne là-dedans, c'est normal, puis on le sait, mais est-ce que les gens que tu côtoies, ils savent c'est quoi les conséquences qui peuvent découler sur les employés, tu sais, en soyant trop exigeant par rapport à la performance. C'est ça, tu sais, mettons, comme tu disais, le gestionnaire qui est dans sa PME, que pour lui, il roule à 100 000 à l'heure, puis mais qui exige ça, par exemple. Il exige ça pour ses employés, tu sais, est-ce qu'ils sont au courant de... Et des fois, il y en a qui l'exigent pas, mais on les voit aller, puis si tu veux faire partie de cette équipe-là, faut que tu joues au même niveau que les autres. Fait que je pense qu'il y a une part de conscience, il y a une part d'inconscience dans ces comportements-là qu'on impose à l'entreprise. Puis tu sais, on n'a pas tous les mêmes facteurs. Il y a un exercice que j'aime faire là, quand on parle de prendre soin de soi au travail, c'est quels sont mes facteurs de vulnérabilité, puis quels sont mes facteurs de résilience, tu sais, puis il y en a une multitude de facteurs. Je peux difficilement me comparer à quelqu'un d'autre, tu sais. Vous avez reçu Jean-François Berthollet, qui passe son temps ici, enseignant à l'université, allant en France. Il y a une énergie débordante, Jean-François. C'est pas tout le monde qui a l'énergie de Jean-François, tu sais. Mais on aime ça se comparer constamment. Fait que si c'est ça mon standard, ben oui, ça se peut que moi je dépasse mes limites, que je me brûle, sans même que mon patron me l'ait demandé, là, que je me sois moi-même mis dans ces conditions-là. Fait que je pense que le gestionnaire doit être capable d'être alerte, puis de voir aller les choses, puis de comprendre ça. Moi, ça fait partie de ce qu'on doit comprendre pour bien gérer la performance au travail, là. Être capable même d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a l'air d'être en train de se brûler, là. C'est pour ça. Voir comment tu vas prendre soin de toi là, dans ce contexte-là. Mais excuse-moi. C'est parce que il y a trop de trucs. Moi aussi, j'ai tellement de questions. Mais... Je vais te noter. Oui, pas de trouble. OK. En fait, on parlait, Ève, elle a nommé aussi, tu sais, de redéfinir un peu les normes. Tu sais, c'est ça qu'on disait un peu que la performance, tu sais, ça vient s'ajouter de manière sournoise un peu dans toutes les sphères de notre vie. Donc, est-ce que c'est sain de parler de performance au travail? Est-ce que de nommer à ses employés, par exemple, qu'on exige plus ou mieux d'eux, est-ce que c'est est-ce que c'est sain en fait de nommer qu'on s'attend à une performance X? Moi dans la performance, il y a pas juste que les objectifs puis les efforts à faire pour les atteindre. Il y a une petite équation que j'utilise parfois là, c'est un VP RH qui est probablement à la retraite aujourd'hui qui avait partagé c'est une équation qu'il a faite. Lui ce qu'il disait c'est la performance elle est fonction de 4 dimensions. Première dimension c'est est-ce que c'est clair ce qu'on attend de moi? Parce que, tu sais, des fois, c'est pas clair, là. Moi, j'ai vu des gens qui en faisaient beaucoup plus que le client demandait, là. Tu sais, les perfectionnistes, là, l'attente est pas claire, je vais en donner 10 fois plus. Fait que ça vient nuire à la performance, ou des fois, ça peut accentuer la performance, mais est-ce que les attentes sont claires? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que j'ai le profil pour faire ce que vous me demandez de faire? Parce que des fois, là, vous pouvez me demander de faire quelque chose qui sort complètement de mon champ de compétences. Je vais me brûler bien plus que si vous me demandez de faire des choses qui sont en lien avec mes forces, mes compétences, mes habiletés. Mais je peux aider quelqu'un à développer ses forces, ses compétences et ses habiletés. Fait que là, je suis en train de le soutenir de manière bienveillante si je veux qu'il performe sans se brûler là, quand je donne du soutien. On va parler de motivation, d'adhésion aux orientations qu'on s'est fixées, d'amélioration continue aussi, mais tu sais, je dois me soucier de la motivation de mes troupes. Si je m'en soucie pas comme gestionnaire, ben je suis en train de passer à côté d'un morceau de la performance au travail. Puis la quatrième dimension de l'équation que je trouve extrêmement importante, c'est quel est le soutien qu'on peut t'offrir. Puis pour moi, le soutien, il est là tu sais. Si tu arrives au travail, tu es en train de te séparer, tu as l'air d'avoir passé la nuit sur la corde à linge, comment on peut faire pour t'aider, là, tu sais, l'objectif devient secondaire, c'est toi comme être humain qui a besoin d'aide. Mais ça, faut que le gestionnaire soit capable de voir ça puis d'ajuster le travail en conséquence. Tu sais, où je te demande de faire quelque chose, mais je te donne pas les outils pour le faire correctement.
simplement, ça va te prendre 10 fois plus de temps, tu vas te brûler à faire la tâche versus je te fournis un ordinateur performant puis tu vas être capable de faire le travail dans un délai raisonnable. Fait que la mesure de soutien, là, pour moi, fait partie de la conversation de performance. Puis quand je vous parlais de la tendance de rétroaction en continu dans la gestion de la performance, elle vise à discuter de ces choses-là également. Là, c'est une des questions dans la liste des questions à aborder. Est-ce que tu as besoin de soutien? Ou tu sais, comment je pourrais t'aider à aller bien et à performer. Là. C'est les deux qui font partie de l'équation. OK. Vas-y, vu que je sais que tu avais une question. Ben, je vais faire un peu le lien avec... tantôt, tu as mentionné les limites, puis là, en ce moment, on met... Le gestionnaire a beaucoup, je pense, à avoir dans la performance. Mais je me demandais, est-ce que l'employé a une... Mais c'est une responsabilité, en fait, partagée entre le gestionnaire puis l'employé, du fait de connaître ses limites puis de dire, écoute, tu me demandes ça, mais je sais que, comme en ce moment, j'ai une grosse semaine, je serai pas capable de livrer qu'est-ce que tu me demandes. Est-ce que c'est à lui aussi de mettre ses limites au niveau de la performance, dans le fond? Je pense que c'est une responsabilité partagée. D'abord, dans mon intérêt à moi, si je suis un membre d'équipe, là, ma santé à moi, je dois m'en préoccuper probablement plus que mon patron devrait se préoccuper de ma santé. Donc c'est important que je m'en préoccupe. Pour moi, pour les gens qui m'entourent, tu sais, donc me brûler là, c'est l'organisation sera pas gagnante, puis je ne serai pas gagnant. Dans les questions qu'on avait reçues du public, là, je sais qu'on va aller piger là-dedans tantôt. Il y en avait une que je trouvais très belle, c'est le retour au travail après un arrêt de travail pour épuisement professionnel, là, ou pour, tu sais, suite à un accident de travail. Pour moi, puis je le vois beaucoup là, dans le monde du travail. L'image que j'ai en tête, là, je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, mais les trains du Japon, là, les bullet trains qui roulent à 350 km/h sur les tracks, quand on est dans une gare, il y a des trains qui arrêtent en gare, mais il y a des trains qui passent à travers la gare littéralement là, à 250 km/h, 300 km/h. J'ai l'impression des fois qu'il y a des retours au travail où on te confie à la gare, on dit le train s'en vient, mais là on te demande de sauter dans le train qui passe à 250 km/h devant. Ça n'a pas de sens. Fait que pour moi, faut que, comme organisation, on se mette des processus en place pour faciliter la réintégration au travail de quelqu'un qui revient là, après avoir soit vécu un épuisement professionnel ou puis ça implique le gestionnaire. Des fois, les gens se disent c'est aux ressources humaines à s'occuper de ça. Non, t'es l'intervenant de proximité avec le membre de ton équipe, fait que tu dois te soucier de son retour également. Puis ça veut dire discuter du plan de réintégration au travail, puis de comment on va doser les efforts pour que ce soit un retour durable. Là. C'est dans l'intérêt de tout le monde que ce soit un retour durable. Retombant maladie, l'entreprise est pas gagnante, le patron est pas gagnant, puis l'employé, lui, est pas gagnant non plus. Fait que moi, je pense qu'on doit se soucier de ces dimensions-là, de la performance au travail. Puis j'aime bien votre préoccupation là, d'équilibre entre ce qu'on veut performer, mais prendre soin des humains aussi. Là. Mais moi, je suis curieuse de savoir comment qu'on fait pour amener les gestionnaires et les chefs d'équipe à s'intéresser justement au côté humain de la performance. Parce que pour nous, c'est un no-brainer. Dans le sens que pour nous, c'est clair que l'humain, je veux dire, tu vas t'en préoccuper, tu vas te soucier de son bien-être si tu veux t'assurer qu'il soit performant. Puis que, tu sais, l'humain est au cœur, en fait, de l'entreprise. Là. C'est lui qui s'occupe de faire fonctionner les opérations et tout ça. Mais justement, tu sais, peut-être des gestionnaires, des chefs d'équipe qui sont très dans les opérations, puis c'est go, moi aussi, ou tu sais, des gestionnaires sandwich aussi, là, qui sont comme, ils ont les employés en dessous, mais ils ont d'autres directeurs en haut d'eux, fait que là, c'est comme, je dois jongler entre des préoccupations puis des demandes tout bord, tout côté, mais comment, justement, les amener à comprendre ou à s'intéresser sincèrement au bien-être de leurs employés, parce que pour nous, comme je dis, tu sais, c'est si évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Il y a la firme de sondage Gallup, là, qui a fait, il y a quelques années, un grand sondage auprès d'un grand nombre de gestionnaires partout à travers le monde. Puis leur étude concluait sur le fait qu'il y a à peu près 10% des gestionnaires qui ont les habiletés requises pour gérer leurs équipes de travail. 90% des gestionnaires doivent développer des compétences. Adam Grant, dans son livre Hidden Potential, dit un peu la même chose. Il dit on devrait recruter des gestionnaires qui ont des habiletés pro-sociales. Je comprenais pas c'était quoi le principe. Là. Il a fallu que j'aille lire pour voir c'était quoi pro-social. Puis c'est un terme qu'on utilise beaucoup en psychologie de l'enfance ou dans les écoles, tu sais, des enfants qui ont des habiletés prosociales vont être capables de lire un peu les émotions de leurs amis dans la classe, puis avoir des interactions qui vont permettre d'apaiser là, les comportements des autres. Ma grande fille est comme ça, là. Elle avait été choisie à l'école pour être un médiateur quand il y avait des chicanes dans la cour d'école, là, tu sais. Tu retrouves des gens qui ont ça comme habileté de base, mais c'est pas tout le monde qui a ça comme habileté de base. Puis Adam Grant, ce qu'il dit, c'est
soit recruter des gestionnaires qui ont des habiletés prosociales, la capacité à voir comment les gens vont, puis à ajuster la charge de travail, puis atténuer les tensions. Mais si on les recrute pas à la base avec ces habiletés-là, faut les aider à les développer, les habiletés. Puis là, ça passe par des programmes de développement en entreprise où on aide les gestionnaires à développer leurs compétences. Puis tu sais, il existe toutes sortes de stratégies. Maintenant, là, écoutez votre balado, pour moi, c'est un moyen de développer mes habiletés prosociales. Regarder des vidéos sur YouTube. Oui, des sessions de formation en salle avec un animateur qui fait réfléchir, fait faire des exercices. Mais passer un test psychométrique, connaître quelles sont mes forces puis mes angles morts dans mes compétences de gestion, puis là me donner un plan pour utiliser davantage mes forces, puis voir ce que je fais avec ce qui est un peu moins fort là, dans mes habiletés de gestion. Mais pour moi, ça passe par apprendre les rudiments de base d'une job qui est de s'occuper d'êtres humains au travail. Absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. Mais tu sais, quand tantôt aussi tu parlais de tu sais, par exemple, si le gestionnaire, lui, se demande tout le temps son 100%, mais oui, il ne demandera peut-être pas ça à ses employés. Par contre, tu sais, moi, ça me faisait penser un peu à l'apprentissage social. Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est on apprend en regardant comment les autres autour de nous se comportent. Fait que si tout le monde, justement, un peu comme la personne, si elle revient au travail puis qu'elle doit sauter dans le train à 250 km/h, ben, tu sais, elle va se brûler parce que, tu sais, c'est un peu, oui, c'est la culture, mais tu réapprends finalement les comportements où tu reviens dans ce pattern-là. Il y a un modèle de leadership que j'aime utiliser aussi en parallèle de la gestion de la performance. Leadership situationnel de Hershey et Blanchard. Vous connaissez le modèle. Lui, ce qu'il encourage à faire, c'est d'essayer de déterminer quel est le niveau de développement. Puis il y en a juste 4, fait qu'il n'est pas compliqué à comprendre le modèle. Des 1, des 2, des 3, des 4. Puis de moduler son leadership en fonction du besoin de l'individu. C'est ça. Ce qui fait que si j'accueille quelqu'un qui n'a jamais fait le travail qu'il a à faire, ben je devrais être un peu plus directif, lui expliquer étape par étape comment faire le travail, puis lui dire quand tu as fini, reviens me voir, je te donnerai d'autres directives, mais éventuellement, je vais coacher l'employé, je vais lui demander c'est quoi ton plan de match pour faire la tâche, tu sais, ça fait quelques semaines que tu le fais, puis je vais l'aider à voir ce qu'il n'a pas vu là, dans le portrait global, parce que c'est un peu normal, il arrive dans le travail, éventuellement, je vais lui donner juste du soutien, une fois de temps en temps, il va venir me voir, me dire Mario, je comprends pas comment faire ça, un peu de soutien, puis éventuellement, puis c'est l'objectif du modèle, aller vers la délégation. Là, tu sais comment faire ton travail, puis de temps en temps, un peu de soutien, un peu de direction, mais puis moi, je dis, des fois, les gestionnaires modulent pas, je dis des fois, Ken Blanchard du duo Hershey et Blanchard, qui sont à l'origine du modèle, il a publié une étude qu'il avait fait auprès de 1000 gestionnaires en 2018. Il s'est rendu compte que 54% des gestionnaires utilisaient un seul style de leadership, indépendamment du niveau de développement des membres de leur équipe de travail. Fait que j'aime le coaching, je vais coacher tout le monde, mais le petit nouveau qui a besoin de se faire dire vas-y comme ça, là, il est désemparé. Le gestionnaire, il demande tu vas le faire comment? Mais je l'ai jamais fait, la job. T'sais, fait que c'est désemparant. Puis je vais faire perdre du temps et démotiver quelqu'un qui aurait besoin d'autonomie parce qu'il sait comment faire le travail, parce que là, je vais lui dire tu pensais à ça. Il n'y a peut-être pas besoin que je perde mon temps à faire ça avec lui. Fait que ça, ce modèle-là, moi, je trouve aide le gestionnaire à moduler son soutien en fonction du niveau de la personne. Puis il doit penser, quand quelqu'un vit une période difficile, est-ce que je devrais pas changer mon style de leadership, là? Tu es une employée expérimentée, tu fais bien ton travail, mais là, tu vis un moment difficile, tu sais, ton conjoint est malade ou quelque chose comme ça. Ben, quel soutien je peux te donner, là? Je vais me rapprocher de toi, là, temporairement. Il y en a qui l'ont naturellement, là, mais sinon, il faut l'apprendre. Puis il faut l'apprendre par des exemples comme ça, là, tu sais, à partir des expériences que les gestionnaires nous rapportent aussi, là. Fait que moi, je pense que la formation, c'est nécessaire là, pour être capable de les aider à développer les compétences. Mais ça se rapporte aussi au fait de connaître tes employés. Tu sais, tu parles beaucoup de l'approche par les forces, mais connaître les employés, mais aussi la communication transparente. Tu sais, si, exemple, ton employé, tu sais pas, moi, qu'elle a vécu une séparation récemment, puis t'es en train de lui demander quand même de performer, mais qu'elle te le dit pas, ou toi, tu poses pas la question, ça va dans les deux bords aussi, là, mais je trouve que c'est fou l'important, là. Tu sais, ça demande d'avoir certaines antennes. Tu sais, des fois, là, qu'est-ce qui se passe avec une telle, là, tu sais, je vais lui demander, puis ça se peut qu'elle ait pas envie de m'en parler sur le champ, mais je vais lui dire, écoute, je reste là, si jamais tu as besoin d'aide, puis, tu sais, si je vois d'autres choses, ça se pourrait qu'on poursuive la discussion, là, tu sais, je vais me montrer que je me préoccupe de mon monde. Mais il y a aussi, tu sais, on parlait de culture de performance, là, des organisations où les gestionnaires sont très, très, très les mains à la pâte aussi. Tu sais, ils gèrent une équipe, mais
ils doivent, je pense dans le domaine des TI, par exemple, là, souvent, ils réglaient des problèmes complexes que les programmeurs étaient pas capables de régler, mais le patron passe une partie de sa journée à faire du code dans son bureau, là, en plus de gérer l'équipe. Fait que quand vient le temps de choisir entre les deux, tu sais, qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi, te préoccuper de quelqu'un qui va pas bien dans ton équipe ou faire du code? Ben, tu sais, la plupart vont aller vers, je vais faire du code, je suis bon là-dedans. Là. Fait que il faut leur faire prendre conscience de ça, puis de les aider à aller vers ta nouvelle job, c'est de t'occuper de ton équipe de travail. Mais des fois, il faut dire à l'organisation de donner du temps à vos gestionnaires pour qu'ils puissent gérer aussi. Tu sais, fait que ça demande des interventions à différents niveaux aussi dans certains cas. Puis justement, au niveau, mettons, des interventions ou concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou quels conseils qu'on pourrait donner aux employés ou aux gestionnaires pour venir développer sur leur sentiment de performance individuelle ou d'amener finalement la performance collective aussi? Y a-t-il comme des trucs que tu peux donner autres que tout dévoiler tes punchs de coaching? OK, j'apprécie parce que tu as raison, tu sais, il y a du 1 à 1 puis il est lié à la particularité d'une intervention avec une personne, mais à plus haut niveau, tu sais, moi j'aime ça là, quand en début de cycle, au début de l'année, là, j'ai les objectifs qui me sont transmis par le comité de direction pour la prochaine année. Partager mes objectifs avec les membres de l'équipe. Et après ça, essayer de voir qui a envie de contribuer comment à l'atteinte de ces objectifs-là. Je peux déjà faire un premier petit découpage qui me permet de tenir compte de l'intérêt des gens. Puis dans la théorie de la motivation là, dont parle Jacques Forêt, plus je fais des choses qui sont en lien avec mes intérêts, qui me procurent du plaisir, où j'utilise mes compétences, ben plus je suis dans le flow, moins je dépense d'énergie à faire quelque chose puis à performer. Là. Donc, quand le gestionnaire morcelle les objectifs de son unité en fonction des intérêts des gens dans l'équipe, il est déjà en train de faire du bien à tout le monde. L'autre élément, c'est que les membres de l'équipe, des fois, mentionnent pas leur intérêt. Ou, tu sais, moi, à l'époque où j'étais jeune professionnel, j'avais envie d'aller étudier en gestion parce que je savais que ça m'intéressait. Ben, il y a des gestionnaires autour de moi qui ont dit, Mario, ça a l'air de t'intéresser, on va te mettre sur un comité de travail. Tu sais, fait que être attentif aux intérêts des gens. Tantôt, tu disais connaître notre monde aussi. Fait que ça veut dire prendre du temps pour jaser avec un et l'autre. Puis c'est pas de la perte de temps, ça. Des fois, il y a des gestionnaires qui ont l'impression que je suis en train de perdre mon temps. Là, je jase de ce que tu as fait en fin de semaine avec tes enfants. Non, j'apprends que tu as 2 enfants. Il y en a qui font de la compétition. Tu es dans les arénas toutes les fins de semaine. Tu as déjà une bonne charge mentale la fin de semaine, les soirs de semaine. Fait que ça peut m'aider à moduler l'organisation du travail ensuite en fonction de tes capacités puis de tes intérêts. Puis ça laisse de la place aussi de temps en temps, là, tu sais, quand on développe cette relation-là, parce qu'il s'est bâti une relation de confiance, l'employé va venir plus facilement expliquer à son patron que, tu sais, je suis en train de vivre une mauvaise passe, puis je trouve que le rendement est là. Tu sais, quand l'employé sent que le patron se soucie de moi puis qu'il est là pour me soutenir, là, ça augmente la performance des gens encore une fois. Il y a une belle histoire là-dessus, là, je la raconte de temps en temps. Il y a le patron d'une chaîne d'épicerie américaine qui s'appelle Market Basket. C'est une entreprise familiale, fait que le conseil d'administration est constitué d'une bonne partie de la famille. Puis là, il nomme lui président de la compagnie, 10 000 employés là, répartis un peu partout dans les États de la côte est américaine. Puis ce DG-là, sensible aux besoins de ses employés, il demande à son équipe de gestion, parlez-moi des difficultés que vivent nos employés, je vais être au courant. Fait que et puis là, tu sais, quand il y a un employé, par exemple, qui a des funérailles la fin de semaine, le PDG se présente aux funérailles pour aller offrir ses condoléances à l'employé. Quand un employé tombe malade puis rentre à l'hôpital, il appelle l'hôpital pour dire j'ai un tel qui est un de mes employés qui est chez vous, ça va coûter combien les traitements? Parce qu'aux États-Unis, c'est pas gratuit. Là. Sort le chéquier puis envoie ça à l'hôpital. L'employé, il sait pas, mais quand il sort de l'hôpital, il y a un bill à $0. Fait que vous imaginez l'engagement des gens envers un patron qui fait ça. Les membres du conseil d'administration, eux autres, trouvaient qu'il coûtait cher le PDG à dépenser de l'argent comme ça, fait qu'ils l'ont mis dehors, ils l'ont congédié. Mais les employés trouvaient ça tellement scandaleux que le conseil d'administration congédie le PDG, qui se sont mis à organiser des manifestations pas pour leur
conditions de travail à eux autres pour qu'on réintègre le patron. Puis ça a culminé par des manifestations là où il y avait 10 000 personnes, donc l'équivalent de tous les employés de la chaîne. Ben voyons donc. Puis ils parlaient avec les clients de ce qui se passait dans leur entreprise. Puis il y a eu tellement de manifestations que là, le CA, ils l'ont rappelé, ils ont dit, on va te vendre notre part de business, mais reprends-la. Là, ils ont l'air de tenir à toi énormément. Fait que la performance est venue d'un patron qui se souciait du bien-être de ses employés. Là. Fait que c'est payant de se soucier du bien-être des employés. Ils vont performer davantage sans qu'on leur demande parce que il y a cet engagement. T'as pris soin de moi, ben je vais prendre soin de toi là, à partir de maintenant. Fait que c'est simple la performance. En fond, c'est ça, hein? Ça a l'air c'est comment on t'entend parler, ça a l'air simple. Ouais, mais lise-moi, c'est très complexe aussi, là. Il y a ces éléments-là que tu dis, c'est facile, tu as juste à prendre soin de ton monde. La star, comment tu le fais, quand tu le fais. Puis, puis il y a Jean-Pierre Brun aussi, qui est professeur à l'Université Laval, professeur émérite, là, qui a déjà dit la reconnaissance, ça devrait pas être le résultat de la performance, mais sa cause. Ça veut dire que parce que je te reconnais, parce que je t'accorde l'importance, je vais avoir de la performance. Alors qu'il y a des patrons, des fois, qui s'assoient puis qui attendent, vas-y, performe, puis si tu performes, je te donnerai de la reconnaissance. C'est l'inverse qui donne les meilleurs résultats, puis démontré par la recherche. C'est ça. La performance, c'est toujours, dans le fond, comment t'appelles ça? L'outcome. Oui. C'est toujours ça, dans le fond. C'est toujours ça. C'est super intéressant. Oui. J'ai bien aimé ton anecdote. Oui, vraiment. Tu veux dire qu'on regarde les questions du public? Oui. Parce qu'on disait qu'on en avait beaucoup, là. Vite de même, je sais qu'il y a une question que c'était plus, mettons, à la gestion moderne de la performance. C'est passer vers ce mode moderne, vu qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'hybrides puis du télétravail. Est-ce que la gestion de la performance a changé aujourd'hui? Ben, elle a évolué au fil du temps. Là. Moi, je suis sur le marché du travail depuis 30 quelques années maintenant. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, on gérait pas la performance de la même manière qu'on la gère maintenant. Fait que oui, ça évolue. Il y a des tendances. Puis il faut faire attention aux tendances parce que des fois, il y en a qui empruntent la tendance puis essaient de faire coller ça dans une culture où ça fonctionnera pas. Là, donc, pour moi, il faut faire attention à ces dimensions-là. Quand on regarde là, historiquement, dans les années 60, on fixait des objectifs mesurables. Puis on te donnait un boni si tu atteignais l'objectif. C'était comme ça qu'on gérait la performance. Dans les années 80-90, il y a Jack Welch qui était le président de GE, là, General Electric, qui avait développé une formule qui a fait fureur pendant un bout de temps, mais qui était une très mauvaise idée. On parlait de la distribution du rangement forcé de la performance. Fait un gestionnaire devait regarder dans son équipe quelle est la performance de tout le monde, puis les placer sur une courbe normale, du plus performant au moins performant. Puis là, on donnait des bonis aux plus performants, mais on congédiait le 15% des gens qui étaient moins performants dans l'entreprise. Ça a fait fureur parce que là, les gens se disaient, on va éliminer ceux qui contribuent pas à la performance de l'équipe de travail. Ben, souvent, c'est ils performent pas parce qu'on les a mal gérés ou on les a pas gérés, mais deux, l'an 1, peut-être que tu élimines des membres d'équipe qui sont peut-être pas faits pour travailler dans ton domaine, mais l'an 3, l'an 4, l'an 5, là, tu es en train d'éliminer des gens qui sont bons, là, puis là, les gens se mettent à jouer du coude pour pas être dans le c'est ça, j'allais dire. Ça devenait très néfaste. Ben oui. Cette approche-là s'est développée, répandue partout où les Américains étaient. Là. Mais les Français ont légiféré pour interdire le rangement forcé en France. Je trouvais ça intéressant là, de voir que les syndicats ont dit non, ça marchera pas de même. Ici, on jette pas les travailleurs. Puis il y a des entreprises pharmaceutiques notamment qui ont été pris à le faire encore là, il y a quelques années, puis ils ont payé de sérieuses amendes là, pour avoir géré la performance de cette façon-là. Puis là, si j'avance dans le temps, moi j'ai été gestionnaire dans la période où chaque bonne idée, on l'ajoutait au processus. Fait qu'il y avait des objectifs mesurables. Après ça, il y avait une discussion qui était sur les comportements à maîtriser en lien avec les valeurs de l'organisation. Après, on parlait de ton développement professionnel. Après, ça n'en finissait plus. Là. On faisait des formulaires de 10. J'ai vu 14 pages là, de formulaires à compléter. C'est long. Il n'y avait plus personne qui avait envie de faire ça. Puis là, on va dans l'autre direction. On veut vraiment simplifier. Simplifier des fois même un formulaire qui tient sur une page. Je trouve pas ça mauvais, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça à perdre à discuter de performance sans arrêt. Là. Fait qu'un formulaire de 10 pages, on perdait du temps là-dessus. Mais là, il faut que les gestionnaires développent les compétences pour être capables d'avoir les bonnes conversations au bon moment, ce qui est pas tout le temps. Là. Fait que la simplification à outrance, je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis dans les autres tendances, là, de la gestion de la performance, davantage axée sur l'utilisation des forces. Je vois ça plus souvent maintenant. De la rétroaction en continu, donc c'est plus une rencontre
rencontres annuelles, mais on va le moduler dans le temps. Des fois 4, des fois 6 rencontres dans l'année. Plus brèves, vraiment brèves, mais des occasions de jaser de performance et de soutien. On va aussi intégrer la théorie de l'autodétermination de C.A. Ryan dans la conversation. Est-ce que tu considères que j'utilise assez tes compétences? Y a-tu des compétences que tu aimerais développer? Est-ce que tu aimes le niveau d'autonomie que je te laisse? En voudrais-tu plus? Fait qu'on peut jaser de ces dimensions-là. J'aime bien aussi, est-ce que tu te sens bien dans l'équipe, là, l'affiliation sociale, la théorie de l'autodétermination? Quelle est ta contribution à notre bien-être en équipe? Fait que là, on amène à réfléchir ce qui contribue à motiver les gens de façon intrinsèque. Puis là, encore une fois, on a de la performance juste parce qu'on a des gens qui sont motivés à faire ce qu'ils ont à faire comme travail. Fait que on intègre des conversations qui touchent à ça aussi plus dans les conversations. Puis il y a des tendances qui sont plus ou moins tendances, c'est-à-dire que il y a eu un petit mouvement pendant un bout de temps, mais c'est pas un mouvement franc, mais l'abolition de la cote dans les formulaires de gestion de la performance. Là, moi, je pense que quand il n'y a pas de valeur ajoutée à te donner une cote, qu'est-ce que ça change que je te dise que tu es à 3 sur 4 ou à 4 sur 4? Puis j'ai vu des échelles jusqu'à 10, là, à discriminer une performance à 6 puis une performance à 8. Comment tu fais pour faire ça? Là? Chacun a son interprétation de la cote. Là, fait qu'il y a des milieux où on a éliminé ça. Évidemment, quand on rémunère en fonction de la performance, on a besoin d'un système de mesure dans l'organisation. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est tendance, pas tendance. Là, ça dépend des milieux et des organisations. Ah, mais vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a dans le fond, parce que là, je vois beaucoup, c'est plus sur l'angle de... on dirait une approche positive, tu sais. On dirait, c'est-tu comme une tendance, en guillemets, maintenant, à être positive? Je sais pas comment dire, là. Mais, là, tu sais, je serais curieux de voir faire un espèce de sondage entre plusieurs organisations, parce que moi, j'ai l'impression que les organisations qui m'appellent, c'est parce que les tendances les intéressent, puis l'intégration de ces bonnes pratiques-là aux pratiques de gestion, on les veut. Mais je pense qu'il y a encore des PME où ça marche à coup de pied pas à coup de poing, où tu sais, tu vas avoir 5000 $, si tu te brûles cette année. On va encourager la surperformance à outrance sans tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur toi. Fait que, tu sais, moi, j'ai un portrait probablement biaisé d'entreprises qui veulent revoir leur processus puis intégrer des bonnes pratiques là, dans la gestion de la performance. Mais puis, tu sais, quand j'écoute les gens autour de moi, puis vous devez faire pareil aussi, j'imagine. C'est pas toutes les organisations où on fait les choses selon les règles de l'art. Dans la gestion de la performance, il y a encore beaucoup de travail à faire là, avant de réussir à transformer tous les milieux de travail. Là. Puis, moi, je pense qu'on peut les influencer progressivement. Là. Mais ça demande du temps, puis j'ai l'impression que les gens courent après leur temps. Tu sais, ils manquent de temps. Puis même, tu sais, dans la connaissance de soi, puis le fait de vouloir se développer, par exemple, en tant que gestionnaire, ça demande du temps, ça aussi. Puis c'est du temps que j'ai l'impression que les gens ont pas ou ne veulent pas prendre. Quel est le coût de ne pas agir de façon efficace, tu sais, m'y prendre de la mauvaise manière puis démotiver tout mon monde dans mon équipe de travail, j'aurai pas plus de performance, je vais en avoir moins, tu sais, puis il y a des gestionnaires qui prennent pas le temps de discuter avec chacun des membres de leur équipe de travail, c'est correct, mais ils se privent d'informations qui pourraient les aider à moduler le travail différemment, puis à avoir plus de motivation puis plus de performance en bout de ligne. Je trouve qu'on évite à dire j'ai pas le temps. Alors que d'investir du temps puis d'apprendre à mieux faire les choses, tu vas améliorer ta performance en bout de ligne également. Fait que si tu veux gagner du temps, dans le fond, ça vaut la peine de revoir ta façon de faire. Puis il y en a qui vont se prendre un coach en individuel puis qui vont dire, tu sais, accompagne-moi dans optimiser la gestion de mon équipe de travail. Fait que là, on est dans du 1 à 1 dans ce temps-là avec ces gestionnaires-là. Puis on voit des différences là. Les entreprises, il y a une étude qui avait été publiée là, il y a quelques années. On avait étudié les 500 entreprises qui scoraient dans le premier quartile des entreprises les plus performantes à la bourse. Tu sais. C'est une façon de mesurer la performance des entreprises. Là. Les entreprises qui étaient dans le premier quartile, 87% des hauts dirigeants de ces entreprises-là valorisaient le processus de gestion de la performance dans leur organisation. Tu sais, fait qu'on disait, ce processus-là, il nous aide à performer. Puis effectivement, ils arrivaient dans les entreprises les plus rentables. Fait que ça, tu sais, moi, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de bien le faire parce que ça donne des résultats quand
qu'on le fait correctement. Puis si je gère bien la performance, puis que je suis sensible au fait qu'il y en a un qui va moins bien, puis que je module le travail pour faire en sorte que je le perde pas, ben j'ai beaucoup moins de coûts d'assurance salaire de gens qui sont en invalidité, mais 2, j'ai quelqu'un qui reste au travail puis qui continue de performer en tenant compte, j'ajuste temporairement sa charge de travail parce qu'il va peut-être un petit peu moins bien. Là. Ça, c'est je prends soin de toi puis je vais avoir ton engagement plus longtemps, plus intensément là, au final. C'est ça. Exact. Il y avait une autre question aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est quelles sont les différentes pratiques qui peuvent être mises en place pour encadrer un employé non performant? Parce que c'est intéressant, ça, c'est l'envers de Exactement. Trop souvent, puis tu sais, je fréquente beaucoup de gens en ressources humaines. Les gens en ressources humaines se retrouvent souvent avec un gestionnaire qui débarque dans leur bureau puis qui disent « Mario, j'en peux plus, je veux le mettre dehors. » OK, explique-moi ce qui se passe, tu sais, puis qu'est-ce que tu as fait à venir jusqu'à maintenant? Ah, rien, j'avais pas le temps, tu sais. Fait que je l'ai laissé aller, Mario, pendant des mois, des années à sous-performer, puis là, je veux le mettre dehors, mais ça marche pas comme ça. En relation de travail, là, je peux pas congédier quelqu'un parce que je suis tanné d'y voir la face. Non, c'est ça. Ça demande une approche qui est, encore une fois, bienveillante. Puis tu sais, dès qu'il y a un écart, je devrais intervenir pour dire, écoute, je suis préoccupé, là, j'aimerais ça jaser de cet écart-là avec toi, plutôt que de laisser aller la personne en continu, là, sans gérer l'écart. Puis comme gestionnaire, est-ce que je peux offrir plus de soutien? Est-ce que je peux t'aider à développer des compétences pour avoir le niveau de performance attendu? Ça devrait faire partie des préoccupations. Puis il faut voir aussi c'est quoi la sous-performance. Moi, j'ai un petit graphique là très simple. Il y a 2 lignes. Il y a en dessous des attentes. Il y a au-dessus des attentes, mais t'es pas le meilleur dans ton domaine. Puis il y a l'autre performance qui est t'es une superstar dans ce domaine-là. Là, tu sais. On dirait qu'on a en tête la superstar. Il faudrait être les meilleurs dans toutes les sphères d'activité de ce qu'on fait comme travail. Mais ça, l'humain n'est pas fait de même. Je suis très bon dans certains domaines, puis je suis correct sans plus dans d'autres domaines. Fait que le gestionnaire doit se préoccuper de ce qui est en dessous du standard minimum attendu. Ça, on devrait avoir une conversation dès que ça arrive. Te soutenir pour commencer, mais après un certain temps, si après avoir mis en place différentes mesures de soutien, on n'a toujours pas la performance, là, on doit entamer la démarche d'encadrement plus rigoureux, de discipline. Puis là, on va y aller dans une progression pour faire comprendre aux membres d'équipe que cet écart de performance-là, on ne tolérera pas. Je vais vous donner un exemple très clair. Là. J'avais, moi, dans une des équipes que je gérais, un employé qui s'absentait régulièrement, souvent autour de la fin de semaine. Donc, des fois, il ne rentrait pas le vendredi, des fois, il ne rentrait pas le lundi, puis des fois, ça s'étirait jusqu'au mardi. Encadrer l'écart de performance, puis en faisant voir la conséquence que ça a sur l'équipe, sur le service au client, sur l'image de l'organisation, si on laisse aller le comportement, puis demander, tu peux-tu m'aider à essayer de régler ce problème-là pour commencer? Après, il y a des problèmes. Bon, ben, on peut-tu t'aider? Tu sais, une cure de désintoxication, là, si c'est l'alcool ou les substances illicites ou même légales maintenant qui t'empêchent de faire ton travail, mais soutenir. Puis là, si on n'a pas de résultat, ben là, on entame une démarche disciplinaire. Puis je sens souvent les gestionnaires soit inconfortables, savent pas trop comment offrir de soutien, ou frileux à entamer une démarche plus structurée, plus rigoureuse, disciplinaire. Mais quand on fait ça, quand on ne fait pas ça, ce qu'on fait, c'est qu'on tolère la sous-performance, puis on envoie le signal au reste de l'équipe, ben, vous n'avez peut-être pas besoin de performer tant que ça. Puis là, ben, c'est notre performance collective qui va s'en retrouver affectée. Il y a aussi de la justice, là. Ah oui, il y a un phénomène de justice également à ce niveau-là. Également, Moi, j'ai eu un cas vraiment très particulier à gérer comme gestionnaire. C'était du perfectionniste qui était le problème cette fois-là. Il y avait quelqu'un qui faisait vraiment très bien sa job, mais au détriment, il me produisait des rapports de 25 pages, là, alors que les rapports d'intervention devaient être de 5 à 7 pages. Et là, les autres professionnels dans l'équipe voyaient ça comme un standard à produire. Fait que lui, il était pas sous-performant, et même que c'était un des meilleurs, là, il performait à 140% des autres. Puis quand je lui disais, les rapports sont trop longs, va falloir travailler là-dessus, il me disait, ça te coûte rien en temps, je prends plus de clients que les autres, je le fais sur mon temps personnel parce que j'aime ça bien faire le travail. Je dis, oui, mais il y a une conséquence quand même. Tes collègues, eux autres, ils ont pris le standard de 25 pages,
pages, puis là, ils prennent moins de clients parce qu'il faut qu'ils fassent des rapports pendant leurs heures de travail. C'est en train de nuire à notre performance collective. Là, il y avait ça, puis il y avait les clients à qui on envoyait les rapports qui disaient, je veux pas un rapport, c'est pas un roman que je veux, fais-moi une synthèse de ce qu'il y a dans ce rapport-là. Là, fait que j'avais les clients qui me donnaient un signal, puis là, l'équipe qui commençait à devenir moins performante si je laissais aller ce comportement-là. Là. Mais ça n'a pas été facile parce que d'accompagner quelqu'un qui est perfectionniste à travailler sa prestation de travail différemment, là, pour lui, c'était diminuer la qualité de ce qu'il faisait, là, puis c'était très dur à faire. Mais là, on doit soutenir dans un premier temps, puis aider. Moi, le premier rapport de 23 pages qu'il a fait, j'ai décroché le téléphone, hey, bravo, là, je viens de voir ton rapport, 23 pages. Il y a des gestionnaires qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a pas fait ce que tu avais demandé encore. Je dis, non, mais encourage l'effort qu'il est en train de faire. Oui, les 2 pages. C'est ça. Ça. Puis ça a fini par fonctionner, là, au fil, mais ça a pris du temps. Ben oui, ça prend du temps. Puis ça faisait des années qu'on le laissait aller à faire ça comme ça également. Fait que, dans un contexte comme celui-là, il faut être patient, mais être persistant. Ça veut dire que je laisserai pas aller cet écart de performance-là. Puis souvent, les gestionnaires là, débordés puis en train d'éteindre plein de feux, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de ces choses-là. Mais ça fait partie de ça devrait faire partie de leur job de base. Il y avait la Chief Talent Officer à Netflix dans les années 80, quand Netflix a revu son modèle d'affaires complètement. Elle disait, ce qu'on dit à nos gestionnaires, c'est que leur principale tâche, c'est de créer des équipes extraordinaires. Fait que c'est ça ta job. C'est plus de faire de la programmation, c'est pas de faire de la vente, c'est occupe-toi de ton équipe. Puis ça, des équipes de même, ben ça donne des entreprises qui performent comme Netflix performe. Là, Ah, c'est nice. Ah, vraiment intéressant. Prochaine question. T'avais-tu une question? Attends. J'ai celle-là ici. Quels indicateurs pertinents recommandez-vous de mesurer pour évaluer l'impact et la valeur ajoutée d'un système ou de pratique de gestion de performance? Fait que la mesure. De l'impact. Moi, je l'aime beaucoup, cette question-là. Je le vois en 2-3 dimensions, mais la première, c'est de s'intéresser à la perspective de ceux qui font de la gestion de la performance. Fait que, voir qu'est-ce que les gestionnaires en pensent puis qu'est-ce que les employés en pensent. Trop souvent, on a développé un système basé sur des pratiques dont on a entendu parler dans des congrès, puis là, on déploie ça dans l'organisation, mais on ne demande pas aux gestionnaires leur avis, on ne demande pas aux employés leur avis. Fait que l'étape numéro 1 pour moi, c'est est-ce que les gestionnaires et les employés sont satisfaits de ce qu'on a déployé comme système? Puis on peut toujours perfectionner nos affaires. Fait que de faire un focus group avec des gens qui viennent d'un peu partout dans l'organisation, une fois de temps en temps, là, aux années ou aux 2 ans, on peut améliorer progressivement ce qu'on a comme outil de travail. Le deuxième, et puis moi, il est stratégique et obligatoire, c'est est-ce que ça nous permet d'atteindre nos objectifs comme entreprise? Si le système nuit à notre capacité à atteindre nos objectifs, il faut revoir le système parce que il fonctionne pas. Il y a un autre grand formateur, conférencier américain, chercheur également, qui s'appelle Dave Ulrich. Il a développé un modèle en forme de pyramide où est-ce qu'il encourage les professionnels en ressources humaines à bien s'occuper de la base, avoir un système de paye, recruter, développer les leaders, travailler la culture, mais il dit au sommet de la pyramide, la préoccupation numéro 1 devrait toujours être de ajouter de la valeur au service qu'on offre aux clients. Fait que, est-ce que notre processus de gestion de la performance contribue à ajouter de la valeur au service qu'on offre aux clients? Si ça répond pas à cette question-là, on devrait le revoir. Puis dans le sommet de la pyramide, il y a aussi est-ce qu'on tient compte du contexte de l'entreprise? Là, avec ce qu'on vit actuellement, avec puis le balado va durer des années, là, mais on va se rappeler du passage du président Trump aux États-Unis, là, avec ses variations d'humeur et de tarifs. Ça, pour moi, ça fait partie du contexte des entreprises. Là. Il y a des entreprises où c'est la crise actuellement. Là. Fait, est-ce qu'on tient compte de la crise qu'on vit actuellement? Il y a quelques années, ça a été la pandémie. Donc, le contexte social, économique, technologique, l'arrivée de l'IA aussi vient brouiller beaucoup les pistes. Fait que ce contexte-là, est-ce qu'on en tient compte dans ce qu'on fait comme processus de gestion de la performance? Puis l'autre partie, c'est les parties prenantes. Donc, est-ce que toutes les parties prenantes trouvent que le processus est intéressant? Fait que moi, dans une organisation syndiquée, qu'on a une conversation avec le syndicat, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Je trouve ça intéressant. C'est une partie prenante, ça, de l'organisation, comme les employés, les gestionnaires, les directeurs, les dirigeants de l'entreprise. Puis la troisième et dernière dimension, à mon avis, là, une mesure de l'efficacité du processus, j'ai vu ça dans
dans quelques entreprises mettre ça en pratique. On a déployé un nouveau processus de gestion de la performance. On a formé les gestionnaires. Puis ensuite, on a dit aux gestionnaires pendant la formation, on va demander à vos employés 2 questions. Annuellement. Question numéro 1, c'est êtes-vous satisfait de la qualité de la rétroaction que vous recevez de votre patron? Okay. Puis question numéro 2, êtes-vous satisfait de la quantité de rétroaction que vous recevez de votre patron dans l'année? Fait que, tu sais, si on a des mauvais résultats sur les sondages dans vos équipes, on va vous rappeler, puis on va discuter avec vous de comment on peut faire pour vous soutenir. Fait que, tu sais, la philosophie est pas on va vous prendre en défaut, là, mais regardez, ça, c'est les 2 indicateurs qu'on veut voir évoluer. Puis ça, je trouve que dans les préoccupations qu'on peut avoir quand on déploie un nouveau processus de gestion de la performance, se préoccuper tout de suite de, tu sais, ça va être perçu comment sur le terrain, là. Ouais. Puis gérer le changement après ça, là, parce qu'il y a des organisations où on est passé d'une approche très traditionnelle à une approche où là, on veut utiliser les forces. Et là, les gestionnaires ont besoin d'aide pour faire la transition. Là, tu sais. J'ai entendu, moi, de gestionnaires, ouais, mais là, si on est juste pour travailler à partir de leurs forces, comment on va leur faire comprendre que ce qu'ils font est pas correct, là, tu sais, là, il était à revenir à l'ancienne méthode qui était j'identifie ce qui va pas chez toi puis je te fais travailler là-dessus, là, tu sais, alors qu'on voulait davantage utiliser les forces. Là, on leur disait, mais c'est intéressant ta réaction, intervient dès qu'il y a un écart, tu sais, attends pas la conversation de performance, mais quand tu es dans la conversation de performance, essaie de voir avec le membre de ton équipe, c'est quoi ses forces puis comment tu pourrais les utiliser plus souvent là au travail. Fait que c'est ça, c'est d'amener les chefs d'équipe, les gestionnaires à désapprendre certaines choses qui faisaient déjà certaines habitudes pour finalement développer des nouvelles aussi, là. Puis je les comprends, là, ils sont dans les opérations, puis là, t'arrives avec un super nouveau concept, OK, c'est beau, mais je mets ça comment en pratique, là? On a besoin de les accompagner, ça a besoin de prendre un peu de temps aussi dans le processus. Moi, j'ai vu des directions des ressources humaines, par exemple, où il y avait plusieurs partenaires RH, en avoir une désignée à soutenir les gestionnaires en gestion de la performance. Fait que, tu sais, quand j'ai un problème à gérer une performance, j'ai quelqu'un de référence dans l'organisation à qui je peux parler. Ça, je trouve ça intéressant. Ou de temps en temps, avoir de la visite de Jacques Forêt pour parler de motivation. Tu sais, si on a intégré ça dans notre processus. Ou, tu sais, Jean-François, si on veut parler de justice et d'équité. Ça, je pense, ça aide les gestionnaires à voir la valeur ajoutée. Puis, c'est pas une fois, une présentation qui change la donne, là. C'est ces petits moments-là étalés dans le temps où on les soutient dans le développement de leurs compétences. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais tu sais, quand on parle de processus ou système de gestion de performance, est-ce que, en fait, c'est quoi concrètement un processus ou un système? Est-ce que c'est comme parce que là, tantôt on parlait de documents comme simplifiés. C'est quoi, c'est ça concrètement le processus en soi? Genre, y a-tu des exemples comme... Revoir le processus? Mettons. OK. Je vais essayer de le faire simple. Il y a du détail, là, mais moi, le premier exercice que j'aime faire quand on décide de revoir le processus, c'est un petit sondage en amont. Qu'est-ce que les gens aiment de ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on change? Donc, première question là-dessus. Deuxième question, c'est quoi les objectifs qu'on veut vraiment atteindre avec un processus renouvelé? Puis dans ce qu'on avait dans les années 90, 2000, des fois, il y avait 14 objectifs qu'on liait à la gestion de la performance. Beaucoup trop d'objectifs. Fait que je force la réflexion. Là, si on en retenait 2-3, ce serait quoi? Puis on fait pas ça toute seule en vase clos. Il faut que ça soit fait avec la haute direction. Parce que quand la haute direction soutient la démarche, ça va beaucoup mieux après là, dans le processus. Puis ensuite, on va revoir les formulaires. Moi, j'aime bien le petit processus là, itératif où on a un comité consultatif de gestionnaires d'employés. On leur présente, vous en pensez quoi? Prend les commentaires, revoit le processus. Puis éventuellement, on a un formulaire, puis on a des outils ou de la formation qu'on va développer pour aider les gestionnaires et les employés à revoir le processus ensemble. Puis là, après, tu sais, comme équipe RH, on a pensé à, on va le déployer comment, quand est-ce que le cycle commence, quand est-ce qu'il se termine, comment on soutient les gestionnaires en continu. Fait que c'est, pour moi, revoir le processus, c'est le revoir dans son ensemble. Des fois, en allant même jusqu'à réécrire une politique qu'on a écrite sur la gestion de la performance dans notre entreprise. Ah, c'est plus clair. Merci. C'est plus clair. Plus RH, là. C'est ça, c'est un petit peu moins psychologie en soi, genre clinique, c'est pour ça. Est-ce que tu voulais poser une dernière question, puis est-ce que tu veux après ça qu'on passe au jeu meilleur? Ouais, ça serait bon, ça. Allez-vous évaluer ma performance? Non! À tes réponses, peut-être. Est-ce que toi, sinon, t'avais vu une question qu'on n'a pas abordée qui... Ah oui, c'est vrai qu'on avait de ton côté aussi. C'est ça qu'on trouvait intéressante, sinon...
Il y en avait une, on l'a abordé sous différents Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait développer comme compétence chez nos gestionnaires c'est pour bon, qu'ils ça. puissent bien gérer la performance dans les organisations? J'aurais fait une petite liste. Là. Parfait. La première, c'est qu'ils comprennent bien ce qu'on fait quand on fait de la gestion de la performance. Des fois, ils ont l'impression que je le fais parce que les ressources humaines me demandent de le faire. Ça devrait être plus que ça. Là. Fait qu'ils comprennent bien. Je vous ai parlé de l'importance des habiletés relationnelles. Fait que, là, apprendre à se connaître puis apprendre à comprendre là, la gestion d'êtres humains au travail. Fait qu'il y a de la formation peut-être à recevoir là-dessus. Leurs habiletés de leadership, qui apprennent à avoir un leadership plus situationnel. Il y a une autre forme de leadership aussi que je trouve intéressant, qui est le leadership transformationnel. C'est ça, je m'entendais. Ouais, c'est ça. Ça devrait influencer un petit peu les approches. Le leadership transformationnel, là, le gestionnaire aide à faire comprendre où on veut aller, puis ensuite, il tient compte des forces, des talents de chacun pour aller dans cette direction-là, sans dire, voici comment toi, tu vas faire ton travail. Là. Fait que c'est plus un leadership qui a un petit côté charismatique, là, qui amène les gens à aller dans la direction souhaitée, là, sans les forcer à faire ça. La notion de confiance et de micro-gestion, là, en gestion de la performance, des fois, on a besoin de raffiner un petit peu la compréhension de ces concepts-là, la capacité à établir des attentes claires, mesurables. On a parlé d'objectifs SMART. Il y a des entreprises où on a mis de côté le concept SMART, puis où on appelle ça les 3 A. Les 3 A, c'est aligné, atteignable et ambitieux. On a combiné des éléments du SMART, là, puis on se donne des indicateurs de mesure quand même quand on fait ça. Des habiletés de mobilisation de nos gestionnaires, parce que nos processus, on veut qu'ils soient mobilisants, qu'ils soient bons pour donner de la rétroaction aussi. Fait que développer les compétences à ce niveau-là. La gestion du changement, parce qu'on est constamment là-dedans, la gestion par les forces, puis même des habiletés de coaching aussi, là, sans faire de nos gestionnaires des coachs professionnels, là, qui a quelques éléments de base en coaching pour être capable d'accompagner le développement des compétences de leurs membres d'équipe. Ça fait un beau programme qui peut s'étaler sur quelques années pour former les gestionnaires puis les soutenir dans le développement de ces compétences-là. Vraiment intéressant. Ça regroupe un peu ce qu'on a vu avec nos invités d'avant aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Oui, mais non, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est un processus complexe quand même qui peut être, qui demande de la patience, mais qui au final est super rentable là, aussi de ce que je comprends. C'est ça. Bien géré, là, il contribue au bien-être des individus puis à la performance des individus. Puis tu sais, la plupart du monde entre au travail le matin en ayant envie de contribuer au succès de l'entreprise. Là, la plupart viennent, puis on s'accomplit aussi par l'entremise de ce qu'on fait comme travail. Fait que, tu sais, quand tu dis c'est complexe, là, effectivement, plusieurs dimensions, on aurait pu passer des heures et des heures à en discuter, mais au final, le gestionnaire a un rôle assez important. C'est ça, vraiment. Vraiment. Avant de passer au jeu meilleur, est-ce que, j'aime ça finir un peu l'épisode sur une note finale des mots que tu aimerais partager au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, que ça soit en lien avec la performance ou peu importe. J'ai l'impression que la gestion de la performance, il y a des sondages qui sont menés régulièrement. Là. Alain Gosselin, qui est un professeur émérite à HEC Montréal, avait publié un article dans le milieu des années 90 qui rapportait que depuis les années 80, au moins, gestionnaires et employés disaient que le processus de gestion de la performance dans leur milieu était sans intérêt pour eux. Là. Ça tourne toujours autour de 60 à 80% des employés et des gestionnaires qui trouvent que le processus est pas utile. Là, on perd du temps à faire ça. Beaucoup d'employés. Pour moi, là, c'est l'objectif numéro 1. Puis à la limite, là, indépendamment de ce qu'on fait dans mon organisation, comme gestionnaire, je pourrais me poser la question, comment je le rends utile? Le temps que je vais investir en conversation en 1 à 1, là, je veux que ça rapporte quoi en bout de ligne? Des employés plus développés, parce qu'on va avoir jasé de leur développement, des employés plus motivés, des employés qui sont bien au travail, des employés qui améliorent leurs habiletés relationnelles pour travailler en équipe, des objectifs qu'on va atteindre éventuellement. Arrange-toi pour que ça te serve. Là, Puis dans la conversation avec le membre d'équipe, tient compte de son intelligence. On gère des gens qui sont plus formés maintenant qu'à l'époque, dans les années 60. Là. Donc, c'est une conversation qu'on veut avoir avec les gens dans nos équipes de travail. Puis quand on gère ça comme une conversation là, d'humain à humain, où je m'intéresse à ce que tu penses du travail à faire, majoritairement, là, c'est gagnant pour tout le monde. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun aussi que comme la performance qu'on entend beaucoup parler puis qui a l'air quand même très très complexe puis même un sujet peut-être sensible pour certaines entreprises. Finalement, on ramène ça à une expression qui a l'air si simple au final, mais qui est
c'est très humain, c'est très relationnel. Puis au final, pour qu'un employé performe, faut s'assurer de son bien-être. Puis, ça revient à ça aussi. Ouais, c'est ça. Beau mot. Ouais. Parfait. Fait que dans le fond... Dernier vas-y. Il y a les programmes d'aide aux employés dans les organisations. Avoir dans son réseau de contact une psychologue ou un psychologue, je trouve ça, ou un professionnel en RH qui va être neutre et bienveillant. Comme gestionnaire, des fois, on peut nous-mêmes avoir de besoin, tu sais, de faire appel à... Puis le programme d'aide aux employés est un bel outil, là. On peut appeler nos programmes d'aide aux employés pour dire, j'ai un employé avec qui je suis préoccupé, sa performance a diminué, je pense qu'il consomme, tu sais, pouvez-vous m'aider? Les programmes d'aide aux employés peuvent outiller les gestionnaires pour avoir des stratégies pour être capable d'intervenir puis de gagner en confort. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'être un expert en toxicomanie, j'ai pas besoin d'être un psychologue. Je peux aller chercher du soutien aussi dans mon entourage, puis le soutien est là dans bien des organisations. On a le droit de pas savoir la réponse puis de poser des questions au final aussi. Ben, c'est donner le droit, en fait, de pas savoir la réponse. De pas savoir. Puis j'avais un collègue de travail, je vous en ai parlé avant qu'on entre en ondes, là, Robert Lorrain, qui était psychologue en relations industrielles. Robert disait, être psychologue, c'est probablement la pire job, la pire formation pour être gestionnaire. Parce que, tu sais, il dit, je suis capable de comprendre ce que la personne vit, puis j'ai envie de la traiter. Tu sais, fait que, mais c'est pas ma job. Ma job, c'est de gérer l'équipe de travail. Puis Robert était capable de dire, la plupart des gestionnaires se disent, maudit, si j'étais psychologue, je comprendrais mieux le monde avec qui je travaille dans l'équipe de travail. Que, on veut l'être ou on veut ne pas l'être, mais vous avez raison, là, c'est profondément humain. Puis il y a rien de mal, je pense, à développer nos connaissances de la complexité humaine. Mais on peut pas devenir psychologue quand on est gestionnaire, bien évidemment. Puis, moi-même qui ai grandi dans le réseau de la santé, j'ai une idée de ce que c'est la psychologie humaine, mais à comparer à l'expérience que vous avez comme psychologue, j'ai besoin de vous là, quand il y a des questions complexes qui se posent. Puis il y a pas de mal à aller chercher de l'aide là, comme gestionnaire. Ouais, puis il est jamais trop tard pour vouloir aussi s'intéresser à nos employés, pour vouloir se développer aussi en tant que personne. C'est ça, il y a pas de moment X là, dans sa vie pour vouloir prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi. Là, tout à fait. Ça finit bien. Vas-y avec le petit segment des jeux meilleurs. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Ben, je vous ai entendu dans votre excellent balado. En parler. Je suis un peu inquiet. Ça a super bien allé. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est des jeux pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel, comme on aime bien dire. Puis je pense que, Ariane, as-tu présélectionné des questions? Oui, j'en ai présélectionné 5. OK, ben dans ce cas-là, tu fais juste en piger une ou deux, peu importe, on regardera. Puis tu peux l'aller puis y répondre. Je vais lire ça ouvertement. Quel but non professionnel aimerais-tu atteindre dans le futur? Non professionnel. Belle question. Je suis en train de me former là. Je pense qu'on peut se former toute sa vie. Je suis à quelques années, une dizaine d'années tout au plus là, du départ à la retraite. Mais j'aimerais ça que mes expériences puis mes connaissances servent aux organisations en devenant membre de conseil d'administration. Je suis en train de faire la formation de l'Université Laval là, qui va mener au titre d'ASC, administrateur de société certifié. Puis je suis en train de développer les compétences à ce niveau-là. Je me suis beaucoup impliqué dans des organismes à but non lucratif au sein de conseils d'administration. Fait que j'ai une expérience pratique là, des OBNL, mais j'ai de la misère à répondre à votre question parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être non professionnel. Là, c'est après ma carrière que j'ai envie de continuer de faire ça, mais dans le fond, c'est une combinaison de qui je suis là, à partir de mes forces. Je suis quelqu'un qui est curieux là, dans les forces signatures du test via Character. C'est apprendre puis partager mes connaissances, c'est dans mes forces signatures. Fait que j'ai l'impression que je vais continuer de faire ça de ce côté-là. Puis j'aime bien, tu sais, c'est non professionnel, mais c'est professionnel. Le mentorat, accompagner des jeunes aussi là, qui sont en début de carrière puis qui ont besoin d'avoir des conseils. Ça arrive spontanément là, quand on devient un consultant avec un réseau puis il y a des gens qui nous appellent pour nous demander des conseils, mais le faire pour faire du bien là, aux gens qui m'entourent. Je pense que ce serait ça dans mes activités futures qui vont me garder encore l'esprit allumé pendant des années et des années. Là. Mais c'est le fun parce que
t'aimes ce que tu fais aussi. Fait que Ouais. je veux dire, même si c'est non professionnel, c'est quand même des choses que tu as appris en étant au travail, mais c'est le fun que ça soit genre... Continuer Ouais, de partager, c'est ça. puis de m'en servir. Puis Ouais. là, but non professionnel. Ça, j'ai déjà commencé à faire des choses qui sont, tu sais, des choses qu'on fait à la retraite, là, à temps plein, mais j'adore voyager, j'adore lire. Fait que, tu sais, il va y avoir voyager plus, peut-être, quand, Absolument, ça se fait là, mais pour moi, le voyage fait partie de l'expérience annuelle. Là. Si je voyage pas dans l'année, il me manque. Il y a un manque, exactement. Ça contribue à mon équilibre. Très important. Mais oui, mais c'est une belle réponse, honnêtement, puis ça démontre à quel point aussi tu es passionné de ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mario. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Pour l'invitation. Merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.